création d'un fonds d'investissement de la diaspora et des mécanismes de transfert solidaire pour renforcer les réponses humanitaires. Ce sont là quelques recommandations issues du premier forum des ministres en charge de l'action humanitaire de l'AES. Joignant l'acte à la parole, les ministres ont remis des dons aux déplacés. Les 3 jours de travaux ont été sanctionnés par la déclaration de Bamako. Une très bonne nouvelle pour les populations de Tombouctou. Demain, lundi, la ville des 333 saints recevra une partie de sa mémoire. Ces manuscrits anciens exfiltrés vers Bamako pour échapper aux actes de vandalisme des terroristes en 2012. Comment se prépare le retour de ces dossiers précieux à Tombouctou? Nous en saurons avec Cheikh Oumar Sangaré et Adama Diakiti. Dans ce journal, nous irons à la découverte de la circoncision collective à Tombouctou, une vieille tradition qui réunit en un même temps et en un même espace des centaines d'adolescents. Cette pratique ouvre la voie à leur insertion à une nouvelle étape de leur vie. Cette pratique millénaire à la fois religieuse et culturelle se déroule pendant les vacances. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Le ministre de la Santé et du Développement social a présidé hier la clôture des travaux du premier forum des humanitaires de l'AES. À l'issue de 3 jours de travaux, les experts ont formulé des recommandations relatives surtout à la création d'un fonds d'investissement de la diaspora et des mécanismes de transfert solidaire pour renforcer les réponses humanitaires, entre autres. Les travaux ont été sanctionnés par ce qu'ils ont appelé la déclaration de Bamako, compte rendu Youssouf Diakiti. Des réponses concrètes et adaptées aux défis de l'espace AES pour l'amélioration de la situation humanitaire. Voilà fondamentalement la question principale débattue pendant les 3 jours d'échanges inter-États. 3 jours qui se sont couronnés par ce qu'ils ont appelé la déclaration de Bamako. Au terme des travaux, les ministres ont convenu de ce qui suit. De la mise en place d'un cadre de concertation sur la situation humanitaire dans l'espace AES. Les ministres ont approuvé la nécessité de la mise en place d'un mécanisme de dialogue, les échanges d'expériences, de planification et de coordination des actions humanitaires à l'échelle de l'espace AES en vue de renforcer la complémentarité, le partage des bonnes pratiques, l'efficacité des actions et l'alignement des interventions des différents acteurs avec les priorités nationales. Nous, ministres chargés de l'action humanitaire du Burkina Faso, de la République du Niger et les ministres des pays invités, réitérons notre constante disponibilité à œuvrer avec détermination pour le renforcement des fraternels liens historiques qui unissent nos laborieuses populations. Ces différentes initiatives sont soutenues par les partenaires au développement. Je réitère notre engagement et disponibilité à apporter notre contribution dans la mise en œuvre des recommandations de ce forum au bénéfice des communautés dans le respect de la souveraineté des États et des principes humanitaires. Créer un fonds d'investissement de la diaspora et des mécanismes de transfert solidaire pour renforcer les réponses humanitaires, digitaliser l'information et créer des plateformes accessibles pour le partage des données sont entre autres les recommandations formulées à l'issue du forum. Les résultats encourageants auxquels nous sommes parvenus témoignent si besoin en était de notre détermination à faire de notre espace confédéral un exemple réussi de coopération sud-sud, voire un noyau de notre aspiration commune à une réelle intégration sous-régionale. C'est le lieu de dire, mesdames, messieurs, que les différentes conclusions et recommandations auxquelles vous êtes parvenus à l'issue de ces francs et cordiaux échanges ont été à la hauteur des attentes. Outre les pays de l'AES, le Togo, le Tchad et la Mauritanie ont activement pris part aux travaux de ce premier forum des ministres en charge de l'action humanitaire de l'AES, première édition.
Et après la cérémonie de clôture, les ministres en charge de l'action humanitaire des pays invités et les partenaires techniques et financiers ont remis des vivres et des non-vivres aux réfugiés installés au Mali. Nous retrouvons Youssouf Diakité. En marge du premier forum, les ministres de l'AIS en charge de l'action humanitaire ont tenu à manifester leur solidarité en faveur des réfugiés au Mali. Les 3 ministres ont remis des vivres et de non-vivres. Déjà, on peut le dire, c'est la matérialisation des recommandations du forum humanitaire de l'AIS sur le terrain. Au nom des bénéficiaires, je tiens à adresser mes chaleureux remerciements aux autorités des 3 pays de l'AIS ainsi qu'à l'ensemble des partenaires humanitaires pour ces gestes de solidarité envers les personnes déplacées de force. Mesdames les ministres chargés de l'action humanitaire des pays de l'AES, nous vous sommes profondément reconnaissants pour l'attention et la solidarité constante que les peuples et les gouvernements de l'AES manifestent à notre égard. Les ministres ont particulièrement salué la pertinence de cet appui à l'endroit des réfugiés. Le Niger continue d'être résilient malgré qu'il fait face à une situation humanitaire complexe et prolongée, caractérisée par des problèmes sécuritaires, des chocs climatiques récurrents, notamment des inondations et la sécheresse. Du fait que nous ayons fait une action solidaire tous ensemble envers, moi je ne dirais pas les réfugiés burkinabés et nigériens, mais je dirais les personnes déplacées internes dans l'espace AES. Parce que là où les burkinabés, les nigériens ou les maliens se retrouvent dans l'espace AES, ils sont chez eux. Ce sont plus de 200 000 réfugiés qu'on enregistre aujourd'hui sur le territoire malien, un chiffre qui interpelle. Cette visite qui vise à offrir une aide concrète en vivres et en articles ménagers essentiels, en marge de cette semaine consacrée au lancement de la première édition du Forum humanitaire dans l'espace AES, témoigne pleinement de la préoccupation des gouvernements des défis complexes que vivent au quotidien la population affectée par les crises multidimensionnelles, y compris celles environnementales. Les femmes et les enfants sont les plus touchés et donc payant un lot de tribut dans ces circonstances difficiles. Pour apporter des réponses concrètes à cette situation complexe, le projet Horizon de l'Espoir, financé par l'ambassade des Pays-Bas, est en œuvre à l'effet de contribuer à l'amélioration du bien-être des jeunes filles et femmes migrantes. Le ministre de la Santé et du Développement social s'est réjoui de la mobilisation générale autour des réfugiés. Au Burkina Faso, dans le cadre de ses activités dans la région du Guiriko, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme s'est rendu à Samandini, commune de Bama. Pégué-Winde et Gilbert Ouedraogo est allé s'imprégner de l'état de l'aménagement du site pilote du projet touristique et hôtelier du programme de développement intégré de Samandini et encourager les investisseurs. Reportage Bourema Khan, Siriki Milogo et Jérôme Tendano. Samandini, bientôt un Eldorado aux commodités irrésistibles. Bienvenue sur le site pilote du projet touristique et hôtelier du programme de développement intégré de Samandini. Un ambitieux projet fièrement présenté ici au ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. En début avril, nous étions là dans le cadre de nos tournées et nous avions fait le constat qu'à Samandini, il n'y avait absolument rien qui puisse attirer et retenir les touristes. Nous avions simplement un barrage, très impressionnant certes, mais à côté il n'y avait aucune commodité. Et j'avais personnellement lancé un appel à tous les investisseurs nationaux et même internationaux de pouvoir prendre d'assaut les parcelles des berges de Samandini. Cet appel a été bien entendu par les acteurs du secteur du tourisme et du sous-secteur de la restauration. C'est encore là une preuve que les Burkinabés adhèrent à la vision déclinée au plus haut sommet de l'État et surtout qu'ils sont plus que jamais déterminés à contribuer activement à la construction du Burkina nouveau. Je voudrais féliciter le P10, et en commençant donc par son coordonnateur, M. Belem, et l'ensemble des équipes techniques qui l'accompagnent, parce qu'ils ont cru au projet que nous avons voulu réaliser ici. Je voudrais également remercier l'ensemble des investisseurs,
qui sont pour la plupart des hôteliers, des restaurateurs, mais aussi des hommes d'affaires qui ont compris que le tourisme peut effectivement être une niche d'opportunités et pouvoir donc apporter une contribution substantielle à l'économie de notre pays. Bâti sur une superficie de 4 hectares, Samandeni Beach porte le rêve d'offrir un cadre attractif, une merveille touristique aux normes internationales, tout en faisant du tourisme interne un véritable levier de développement endogène. La semaine qui s'achève a été marquée par plusieurs opérations de grande envergure au Niger. Les forces armées ont mené des patrouilles qui ont permis d'interpeller des terroristes et autres suspects impliqués dans plusieurs attaques contre les paisibles citoyens. Commentaire Jocelyne Amoussou. Sur la rive droite, au sein de l'opération NIA, le dimanche 3 août 2025, une opération de ratissage conduite avec précision au sud-ouest de Takouzat, dans les environs de Bankilari, a permis la capture de 3 éléments appartenant aux groupes armés terroristes actifs dans la zone. Ces individus, déjà impliqués dans diverses activités criminelles, ont été localisés et appréhendés grâce à l'exploitation de renseignements fiables signalant la récurrence de leurs déplacements à moto en compagnie d'autres malfaiteurs. Les mis en cause ont été formellement identifiés comme membres actifs de réseaux terroristes responsables de multiples exactions contre les populations civiles. Au sein de l'opération Damissa, au cours de la semaine, les opérations de sécurisation conduites par nos unités ont permis l'interpellation de 2 individus identifiés comme complices actifs des groupes armés terroristes dans les localités de Soukoukoutane et Mounseka. En outre, une motocyclette abandonnée par un élément armé à l'approche de la force a été récupérée. Les 2 suspects appréhendés étaient impliqués dans le ravitaillement logistique des groupes terroristes ainsi que dans la collecte et la transmission de renseignements sur les mouvements des forces de défense et de sécurité. Dans le cadre de l'opération Yerda, menée au centre du pays, dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 août 2025, les forces de défense et de sécurité en poste à Goumounta ont été alertées de la progression suspecte d'un groupe de bandits armés en direction du village de Takasaba. Réagissant avec rapidité et professionnalisme, une unité d'intervention a été immédiatement dépêchée pour intercepter les éléments hostiles. Grâce à un positionnement stratégique sur un axe probable de leur avancée, l'équipe a réussi à perturber leur progression et à les contraindre à battre en retraite sans échange de tirs. Un ratissage approfondi de la zone a ensuite permis de récupérer une arme artisanale ainsi que divers effets personnels et matériels de fortune abandonnés dans la précipitation par les assaillants. Le vendredi 8 août 2025, une réunion de coordination s'est tenue au poste de commandement de la zone de défense numéro 6 à Maradi. Elle a regroupé l'ensemble des responsables FDS ainsi que les chefs de position de l'opération Yerda sous la présidence du colonel chef d'état-major tactique de l'opération. Cette rencontre a permis de faire le point sur la situation sécuritaire, de rappeler les missions assignées et de souligner la nécessité d'une rigueur accrue dans la conduite des opérations. Des directives précises ont été données pour renforcer la protection des populations, des biens et des activités agricoles. En clôturant la réunion, le CMT de l'opération Yerda a insisté sur l'importance accordée par le commandement à la sécurité dans la région et invité tous les acteurs à renforcer leurs actions sur le terrain. Dans la région de Kidal, les populations nomades font face à des attaques menées par le FLA qui a du mal à tenir tête aux forces armées maliennes. Plusieurs blessés ont été enregistrés. Sidi El Midi Ag Al-Baka nous en dit plus.
Le FLA, affaibli et dispersé par la force des femmes sur le terrain des opérations, affiche sa lâcheté et s'attaque aux paisibles citoyens dans les zones destinées au pâturage. Incapables de tenir tête aux femmes, les combattants de l'obscurantisme ont pillé, volé, saccagé des maisons de populations civiles dont le seul péché est de refuser de suivre des brebis galaises dans une aventure suicidaire. Sidi Ham Agbek, un jeune nomade de la tribu Imrad, pour avoir refusé de trahir sa patrie, le Mali, a pris plusieurs balles. J'ai été enlevé chez moi au campement, devant ma famille. Ils m'ont attaché, torturé, et puis ils ont tiré sur moi. Je suis un simple citoyen. Takalot Agalhok atteste que les populations civiles ont été chassées, raquettées, blessées. Même les femmes, les vieilles personnes et les enfants ne sont pas épargnés. Ils sont venus vers le crépuscule et sans pitié, ils ont d'abord tout détruit et emporté le reste. Toutes les boutiques ont été saccagées. C'était juste difficile à vivre et à supporter. Nos campements ont été brûlés, les animaux emportés. Ils ont ouvert les feux sur tout ce qui bougeait. Il y a eu plusieurs blessés et plusieurs familles ont été détruites. Les soi-disant défenseurs d'une cause imaginaire laissent enfin leur vrai visage étalé sur la place publique. Détruire le tissu social et dérober les biens de populations innocentes, tel est le seul objectif du FLA dans cette partie de notre pays. L'autorité administrative de Kidal vole au secours des victimes pour recevoir les premiers soins des victimes. Malgré ces atrocités, des forces du mal demeurent résilientes et déterminées à soutenir leur pays, le Mali. Comme chaque 10 août, le Mali a célébré comme il se doit la journée africaine de l'état civil édition 2025. C'est la salle Bazoumana Sissoko du Palais de la Culture Amadou Ampateba qui a servi de cadre à cette journée placée sous les thèmes nationaux. L'état civil à l'ère du numérique, défis et opportunités pour l'identité unique. L'objectif principal est de promouvoir un système d'état civil plus efficace, accessible et fiable pour tous grâce à la digitalisation. Le compte rendu de Awadama Koulibaly et Abou Kouni. L'on ne peut prétendre être malien sans être connu de l'État malien. Pour cette reconnaissance, un seul acte suffit, s'enregistrer. Et ce premier acte d'état civil s'acquiert dès l'enfance. L'acte de naissance est d'autant plus important qu'il soutient l'accès aux services de base, notamment à l'éducation, à la santé et aussi à la protection juridique. Le Mali a atteint un taux national d'enregistrement de naissance de 89,5%. Malgré cette évolution, les disparités entre les zones urbaines et rurales persistent. En plus de la sensibilisation communautaire, le gouvernement a pris pour allier les technologies de l'information et de la communication. Il s'agit notamment de la mise en place des cartes biométriques sécurisées, de l'informatisation des systèmes d'enregistrement des faits d'état civil, de l'utilisation des technologies mobiles dans l'enrôlement et la digitalisation de l'état civil. Toutefois, il convient de noter que l'identification numérique présente aussi des risques accrus, exigeant la cybersécurité pour la protection des données individuelles. Des acquis qui ne passent pas inaperçus. Donc les thèmes retenus de cette année, tant au niveau national que continental, établissent un lien entre la place du numérique et aussi l'efficacité des systèmes d'enregistrement d'état civil. L'Union africaine salue cette vision du gouvernement de la République du Mali et surtout les remarquables progrès réalisés dans la digitalisation des services publics au Mali. Nous réitérons notre engagement à soutenir les initiatives de la Direction nationale de l'état civil à rendre l'état civil accessible, sûr et sécurisé. Pour diverses raisons socio-politiques, des milliers d'enfants restent jusqu'ici non enregistrés. Les partenaires plaident leur cause pour une décision dérogatoire qui permettra de lever la barrière des jugements supplétifs.
Construire des communes résilientes par la décentralisation inclusive et le développement équitable, c'est le thème de la journée africaine de la décentralisation et du développement local. Cette célébration a été mise à profit par les collectivités pour parler des projets réalisés dans les domaines de l'éducation, l'hydraulique et la santé. Aliou Abdoulaye Touri. Le 10 août de chaque année, l'Union africaine célèbre la journée panafricaine de la décentralisation et du développement local. La tribune de l'édition 2025 a permis au président de l'Association des municipalités du Mali d'aborder les acquis et les défis liés à la gouvernance locale. En cette journée panafricaine de célébration de la décentralisation et du développement local, inscrite depuis plusieurs années dans l'agenda de nos autorités, témoigne de l'importance accordée au processus de décentralisation qui a connu d'importantes réformes à travers l'adoption de nouvelles lois sur le code des collectivités territoriales et la libre administration des collectivités territoriales. Ces réformes ont placé notre pays dans le peloton des pays du continent, comptant le plus grand nombre de collectivités territoriales. Convaincu que le développement durable se construit avec et pour les communautés, l'UNICEF reste engagé pour une décentralisation inclusive qui prend en compte les enfants et les jeunes. Les habitants de vos communes vous ont confié un mandat précieux. Mandat au cours duquel des enfants naîtront, apprendront à marcher, à parler, iront à l'école. D'autres passeront de l'adolescence à la vie citoyenne. À chaque étape, aucun d'eux ne doit être laissé de côté. L'enfant, surtout le plus vulnérable, doit être considéré comme un usager du service public ayant droit à un service de qualité et adapté à ses besoins. Construire des communes résilientes par la décentralisation inclusive et le développement équitable, les organisateurs ne pouvaient trouver meilleur thème à débattre ce 10 août. Ce thème est profondément ancré dans les aspirations de l'agenda 2063 qui appelle à une Afrique pacifique, prospère et intégrée où les collectivités territoriales jouent un rôle central dans la conduite d'un développement centré sur les personnes vulnérables. Pour donner un cachet particulier à la célébration de la journée africaine de la décentralisation et du développement local, un panel de haut niveau modéré par le directeur général des collectivités territoriales a agrémenté la journée. La jeunesse malienne ne compte pas rester en marge de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse célébrée chaque 12 août. À la veille de cette journée, le président du Conseil national de la jeunesse du Mali était face à la presse pour annoncer les activités programmées. On en sait plus de cette conférence de presse avec Mohamed Namakita. Sur invitation du Conseil national de la jeunesse du Mali, 500 jeunes de l'intérieur et de la diaspora sont attendus ce lundi 10 août à Bamako pour les festivités de la Journée internationale de la jeunesse. En communion, ces jeunes vont magnifier la diversité culturelle de notre pays et réaffirmer leur engagement à accompagner les autorités de la transition. La célébration de la Journée internationale de la jeunesse, le 12 août, offre une opportunité au Conseil national de la jeunesse du Mali à répondre à l'appel solennel du président de la transition, chef de l'État, général d'armée Assimi Goïta. Les jeunes Maliens comptent mettre à profit ces journées de retrouvailles pour renforcer leur unité à travers plusieurs activités. Au Palais des Pionniers, il y a des activités que nous allons faire. Il y aura la cérémonie d'ouverture. Nous allons animer 3 grands panels pour pouvoir quand même avoir la contribution des experts et en même temps la contribution des jeunes venus des différentes régions et de la diaspora. Pour montrer quand même la culture de toutes les régions, il y aura des stands qui vont être quand même pilotés par les jeunes venus des différentes régions et de la diaspora. Et nous allons avoir une soirée culturelle qui va nous permettre d'exposer et présenter en même temps encore la culture de chaque région et de la diaspora. Le président du Conseil national de la jeunesse, Sori Ibrahim Cissé, appelle la jeunesse malienne à se mobiliser comme un seul homme les 11 et 12 août pour faire de cette journée internationale de la jeunesse une véritable réussite.
2025, année de la culture. Demain, lundi, 3 membres du gouvernement apporteront à la cité des 333 saints ces manuscrits anciens exfiltrés vers Bamako pour échapper aux actes de vandalisme des narcotrafiquants en 2012. Il s'agit des manuscrits de l'Institut des hautes études et des recherches islamiques Ahmed Baba Yeri Abeti. Comment se prépare le retour des manuscrits de Tombouctou? Élément de réponse avec Cheikh Oumar Sangari et Adama Diakité. Kalabankoura, commune 5 du district de Bamako. Dans ce bâtiment qui abrite l'Institut des hautes études et des recherches islamiques Ahmed Baba Yeri Abeti de Tombouctou, les manuscrits anciens sont préparés pour l'ultime voyage de retour au Bercail. Pour rappel, le 23 janvier 2013, 4203 manuscrits anciens furent volés ou brûlés, la salle de numérisation saccagée par les narcotrafiquants qui occupaient la ville de Tombouctou. Heureusement, par anticipation, une bonne partie des manuscrits anciens de Tombouctou avaient été exfiltrés de façon ingénieuse et discrète vers Bamako par de bonnes volontés à partir du 31 juillet 2012. 13 ans après, ce trésor de savoir est sur le point d'être ramené dans son milieu d'origine par les autorités de la transition. Un acte très significatif en cette année de la culture. Les sages de Tombouctou disent, à l'absence des manuscrits de Tombouctou, une partie de l'âme de Tombouctou est absente. C'est-à-dire, Tombouctou sans manuscrit, c'est pas Tombouctou, manuscrit sans Tombouctou, c'est pas manuscrit. Donc, le retour de ces manuscrits aujourd'hui à Tombouctou, je crois, est très, très attendu. Et oui, la Cité du Savoir attend impatiemment son patrimoine intellectuel, l'un des plus importants d'Afrique de l'Ouest. Ces documents sont pluridisciplinaires et essentiellement écrits en arabe. Cependant, certains, appelés Adjami, sont en langue nationale Bambara, Songhai, Tamashek ou Peul. Une véritable mine d'informations. Dans un manuscrit, on a retrouvé que celui qui a copié le manuscrit a écrit, achevé de rédaction le jour du tremblement de terre à Tombouctou. Alors que personne n'a jamais su qu'il y a eu un tremblement de terre à Tombouctou. Donc ce manuscrit retrouvé, et l'ancien président de la République, Alpha Oumar Konaré, a fait des recherches. Il a trouvé qu'il y a eu en fait 2 tremblements de terre à Tombouctou. Ça, personne ne le savait avant. Et c'est à partir de ces indices trouvés dans un manuscrit de Tombouctou qu'on a retrouvé tout ça. Et je pense que dans le livre d'Alpha Oumar Konaré, les grandes dates de l'histoire du Mali, je pense que c'est dedans. Depuis 1970, le Centre de documentation et de recherche Ahmed Baba Sedrab, devenu l'Institut des hautes études et des recherches islamiques Ahmed Baba de Tombouctou Yeri Abeti en 1999, collecte, conserve et exploite ces précieux documents. Ici, nous avons 29 245. C'est ces manuscrits-là qui vont retourner à Tombouctou. Mais comme il faut rappeler, il y a des manuscrits rescapés qui sont à Tombouctou, qui sont au nombre de 10 487. Le transfert d'un tel patrimoine nécessite beaucoup de précautions et l'on en est conscient à Yeri Abeti. Quand ils venaient, ils étaient enlevés des boîtes pour qu'ils reviennent dans les conditions très difficiles et très mauvaises parce que c'est des papiers fragiles. Par contre, cette fois-ci, tous ces manuscrits que nous avons sont déjà logés dans des boîtes. Nous avons commandé d'abord les caisses. Les caisses, à peu près, nous sommes à 336 caisses. Lorsque les caisses sont venues, donc nous avons vu les caisses d'abord, est-ce que l'état des caisses, est-ce qu'elles sont bonnes ou est-ce que c'est pas bon. Donc nous avons jugé nécessaire que c'est bon, étant donné que les manuscrits sont dans les boîtes déjà. Donc il y a une protection supplémentaire. Nous avons fait la mise en caisse. Après avoir fini de faire ça, nous avons numéroté les manuscrits comme vous le voyez. Nous avons cadenassé. Une fois à l'aéroport, nous allons l'emballer aussi, en vue d'une protection supplémentaire. Ça c'est 326. 25. Donc tu mets le 25 là-bas.
Les manuscrits anciens de Tombouctou font l'objet d'une attention particulière au sommet de l'État. Tout est mis en œuvre pour que la cité des 333 saints retrouve ses manuscrits anciens de la plus belle des manières. Des milliers et des milliers d'étudiants venant de par le monde désirent percer les nuages sombres de ton mystère. Et rappelons qu'aux côtés des manuscrits de Lieri ABT, il existe plus de 377 000 autres provenant de 35 familles, selon les estimations de l'ONG Sauvegarde et Valorisation des manuscrits Défense de la culture islamique Savama DCI, qui est aussi à Bamako avec ses manuscrits. La circoncision collective est un facteur de cohésion sociale et de brassage interculturel pratiqué à Tombouctou, impliquant plusieurs couches socio-professionnelles, les marabouts, les maîtres circonciseurs, les maçons, entre autres. Elle consiste à couper les prépuces des jeunes adolescents en vue de leur insertion à une nouvelle étape de leur vie. Cette pratique millénaire à la fois religieuse et culturelle se déroule pendant les vacances avec un nombre conséquent d'enfants candidats à la circoncision. Reportage Najim Baba Sissi et Mahamadou Askoufari. La circoncision est une pratique religieuse et culturelle visant à débarrasser les jeunes enfants de leur prépuce. À Tombouctou, cette initiation ciblant les enfants de 5 à 11 ans est à la fois sous l'autorité des leaders religieux et des maîtres circonciseurs appelés Wanjam. Généralement, un membre d'une famille prend la décision du parrainage. Il est soutenu par les autres. C'est le cas de la famille Tandina qui accueille 193 enfants cette année. Dans la famille, il y avait plus d'une quinzaine d'enfants. Donc en famille, on s'est réunis pour décider de les circonciser. Donc en réalité, à Tombouctou, quand une grande famille organise une circoncision, il faut qu'il associe toutes les autres grandes familles et voire même la ville. Donc c'est ce qui a motivé cette circoncision. C'est le plus grand événement culturel de Tombouctou, parce qu'au-delà des familles, ça unit les communautés. C'est le plus grand événement de cohésion sociale. Ça réunit toutes les sensibilités de la ville, toutes les communautés de la ville. Chaque enfant qui est circoncisé tient son père, tient sa mère, tient ses frères, tient ses sœurs. Plusieurs étapes de cette pratique sont ésotériques. Tout commence par les marabouts, avec des bénédictions. Ensuite, les Wanjam, autrement dit les circonciseurs, constitués des couches socio-professionnelles qui mènent ce rituel avec une certaine rigueur hors de nos caméras. La circoncision traditionnellement, et aujourd'hui, nous l'avons modernisée. Avant, c'était la pratique, mais aujourd'hui, cette pratique a été modernisée. Parce que nous avons eu à faire des formations au niveau des centres de santé. Et pour éviter certaines maladies et autres, cela veut dire que chaque enfant a sa paire de ciseaux. Et également, les mêmes produits pharmaceutiques, c'est ce que nous utilisons, alors qu'avant, c'était plutôt le tanin. Et aujourd'hui, ça se passe à merveille. Une fois mutilés, ces enfants venus d'horizons divers passeront 14 jours loin des siens, sous l'autorité des Wanjam qui s'affairent à leur traitement et intégration sociale, avec des chants qu'ils entendent tous les après-midi. Quand les enfants quittent leur famille, une fois au niveau justement du lieu de circoncision, il y en a qui sont carrément désorientés. Parce que vous savez, le lien de parenté entre ces enfants et le milieu, c'est très différent. Et nous trouvons des stratégies permettant aux enfants d'oublier la famille. Parce que les enfants doivent passer 14 jours. Et au cours de ces 14 jours, il faut les distraire. Il faut qu'ils oublient les parents. Il faut qu'ils se conforment au milieu. Également se conformer justement à la nourriture appropriée. On se retrouve avec plus de 200 voire 250 enfants pour dire qu'il n'y a pas de difficultés. C'est vraiment très difficile. Et pour remonter cela aussi, il faut souvent aussi toucher nos partenaires, par exemple l'hôpital régional avec qui nous avons l'habitude de travailler, surtout pour la stérilisation de nos matériels de circoncis. Au terme des 2 semaines mettant fin à leur séjour est semblable à une fête. Chaque famille arrive avec sa troupe musicale pour cueillir ses enfants au rythme des éloges des hommes de caste.
Cette activité-là est très importante pour moi parce que c'est une activité de noble. Tout ça, là, c'est le rôle de Recotra qui est là-dedans. En début jusqu'à la fin, on est là-dedans. Avec comme socle la solidarité, les cérémonies de circoncision mobilisent toutes les couches sociales. En termes de prise en charge, tellement de contributions qui fait que l'activité est tellement... chacun met sa main dans la poche pour en tout cas contribuer et nous aider dans ça. Vêtus de boubous blancs, coiffés de bonnets multicolores, les enfants sont bénis par les érudits avant d'être remis à leurs parents. Aujourd'hui, je crois que l'ambiance continue. Il y aura des danses traditionnelles, il y aura des dons de l'argent, des distributions d'argent, il y aura beaucoup de manifestations à manger. Ça, on n'en finit même pas à manger. C'est un moment de communion, un moment de rassemblement, de solidarité, d'unité, un moment où on pense aussi aux défunts. Ça crée un lien entre les enfants. C'est comme des enfants de même promotion. Tout au long de cette journée, ces enfants reçoivent des cadeaux de leurs proches parents, accompagnés de félicitations pour leur bravoure. La circoncision collective est aujourd'hui l'une des activités socio-culturelles qui se tient régulièrement pendant les vacances. C'est pourquoi certains ressortissants de la ville s'organisent pour envoyer leurs enfants à Tombouctou pour leur initiation. Dans la cité des Balanzans, le programme national d'éducation aux valeurs, son contenu, ses objectifs et axes d'action sont au centre d'une session de vulgarisation dans la région. Cette session est organisée par le ministère de la Refondation de l'État et devra permettre aux participants de s'approprier le contenu pour sa bonne mise en œuvre. Compte rendu Honoré Tchenou et Bakary Traoré. Avec les forces vives de la région de Ségou, le ministère de la Refondation de l'État vulgarise le contenu du programme national d'éducation aux valeurs, un document qui devra renforcer les capacités techniques des participants à cette session. Ici, les notions d'éducation aux valeurs sont largement partagées. Ce programme qui parle du constat de la décrispation et également du constat de la malgouvernance et de la maléducation au sein de la société. Et c'est partant de ce constat que le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a instruit au ministère de la Refondation de l'État de préparer ce programme d'éducation aux valeurs. Et ce programme d'éducation aux valeurs a été fait dans ce sens-là pour prendre en charge l'ensemble des mots que nous vivons et afin de les corriger. Des communications relatives au programme national d'éducation aux valeurs, des échanges d'idées sont les points saillants de cette session. L'insécurité grandissante dans les villes de campagne, l'insolence des jeunes, la délinquance juvénile et les déviances de tout acabit sont des résultats tangibles d'une société en perte de valeur. C'est pourquoi le gouvernement de la République du Mali a adopté par décret 2022 et le décret 2024-060 PTRM du 31 janvier 2024 portant approbation du programme national de l'éducation aux valeurs et son plan d'action 2024-2028. La session a servi de cadre aux participants d'appréhender des valeurs positives et mieux maîtriser les cadres institutionnels de mise en œuvre du programme national d'éducation aux valeurs. Rendons-nous à présent dans la Venise malienne. Après la pluie, la ville est confrontée à d'énormes problèmes. Des routes impraticables et des rues inondées. Parfois, la situation cause des accidents. Qu'est-ce qui provoque une telle situation chaque année et quelles sont les dispositions prises par les autorités communales de Mopti et les populations? Les réponses dans ce dossier signé Suleiman Sidibé et Djakalia Traoré. Mopti, la Venise malienne, est une ville dynamique en pleine expansion. Cependant, les défis ne manquent pas, surtout en saison des pluies, quand les populations de Sévaré et Mopti, à cause des pluies soudaines et intenses, parfois accompagnées de vents violents, ne peuvent pas rallier certaines zones.
c'est vraiment un calvaire. On peut dire même que quand vous identifiez les causes même des accidents, ça fait partie des causes principales même des accidents. Ça c'est un. Ça contribue beaucoup à la prolifération des moustiques. Vraiment, c'est tout un problème difficile de rouler quand on est à moto. Vraiment, nous demandons aux autorités régionales et aux populations de conjuguer leurs efforts afin de mettre fin à ça. Qu'est-ce qui provoque une telle situation chaque année pendant la même période? La première raison, c'est notre position géographique. Vous savez que nous avons deux fleuves, le fleuve Niger et le fleuve Bani. Et souvent, il y a le niveau d'eau monte et cela peut provoquer des débordements pour inonder certains quartiers. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est le comportement de nos propres administrés. Nos ouvrages de drainage d'eau sont devenus aujourd'hui des lieux de dépôt d'ordures. Il y a certains aussi qui font dans ces ouvrages-là des remblayages en vue de l'implantation des maisons d'habitation. Certains font des remblayages en vue de l'installation des kiosques pour les petits commerces. Certains font aussi des dalles de traversée. Tout cela empêche l'eau de pouvoir drainer. Donc la troisième raison, au niveau de certains quartiers aussi, les ouvrages de drainage des eaux ne sont pas conformes. En effet, des initiatives citoyennes sont prises par la jeunesse et d'autres bonnes volontés pour minimiser les conséquences de ces phénomènes. Le développement du pays passe par la jeunesse. C'est pourquoi au niveau du conseil communal de la jeunesse, nous avons initié des curages, des caniveaux et ramassages des ordures pour que les eaux de pluie puissent passer. Je lance un appel aux associations et à toutes les bonnes volontés de se mettre ensemble pour un environnement sain. Pour minimiser les conséquences de ce phénomène-là, cette année, le maire El Hadji Issa Kansai a mis la prévention des inondations parmi ses actions prioritaires. À cet effet, nous avons mené différentes actions. D'abord, il y a une phase préparatoire par rapport aux travaux d'urgence que nous devons mener. La phase préparatoire a concerné 6 étapes. La première étape de la phase préparatoire, en collaboration avec l'urbanisme, le service de la voirie est sorti pour identifier et recenser tous les cas de risque d'inondation, c'est-à-dire tous ceux qui sont installés sur les lieux de passage d'eau, on les a identifiés, on les a recensés. Et la deuxième étape, on a fait porte en porte pour sensibiliser ces occupants-là à déguerpir ces lieux, leur montrer toutes les conséquences qui peuvent générer s'ils ne quittent pas ces lieux-là. Et après l'étape sensibilisation, nous avons pris un texte pour interdire les remblages et les constructions dans les zones sensibles. La vigilance doit être démise pour qu'après la pluie, qu'il y ait le beau temps et non le calvaire. Et dans la semaine également, une forte pluie s'est abattue dans la capitale de l'Or Blanc, causant plusieurs dégâts matériels. Fort heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Les autorités régionales ont sillonné les quartiers touchés. Elles étaient en compagnie de nos reporters Brema Kone, Amadou Dolo et Assitan Berté. Suivant. Avec 86,3 mm boostés par d'autres eaux de ruissellement drainées dans la rivière dénommée Pempedogo, le pont Patrice Lumumba, un lieu hautement stratégique de la ville de Koutiala, est couvert d'eau et un peu endommagé. Comme ce pont, l'ex-conseil du cercle, les quartiers Sogomougou, Walawala, Nampasso et Nangosso, jouxtant la rivière, ont été sinistrés. On a perdu des matériels. Moi, mes 3 frigos sont partis dans l'eau, des bouteilles. Ma voiture même était perdue dans l'eau. En matière de législation, les servitudes des cours d'eau ne sont pas des endroits où les gens doivent s'installer. Aussi, les zones inondables aussi. C'est formellement interdit par la loi. Le directeur de cabinet du gouverneur, accompagné d'une forte délégation, a visité les quartiers touchés.
Partout où il est passé, le constat est que les services de la police et de la protection civile ont pleinement joué leur rôle pour protéger les populations et sauvegarder certains de leurs biens dans la mesure du possible. Heureusement, il n'y a pas eu de pertes à vie humaine, mais il y a eu des effondrements. Et jusqu'à preuve du contraire, les opérations sont en cours. Le réchauffement climatique est une réalité. Et ceux qui sont auprès des marigots, vraiment n'ont qu'à quitter les marigots. Si nous sommes sur le terrain, c'est pour compatir à la douleur des victimes de ces inondations. C'est pourquoi nous sommes là, pour leur dire que l'État est de cœur avec toutes les victimes. Le respect des servitudes et la réhabilitation du pont Patrice Lumumba jugé vétuste peuvent et doivent contribuer à protéger la ville de Koulé-Diakan contre les eaux pluviales. Un nouveau coup de filet réussi pour l'Office central des stupéfiants de Kaya dans sa lutte sans relâche contre le trafic de drogue au Mali. Grâce à des renseignements précis, une équipe de l'OCS Kaya a pu saisir 60 briques de drogue appelées sketch d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA. Les détails avec Kabadjara. Une intervention conduite par le lieutenant-colonel Moumouni Bengali, directeur de l'Office central des stupéfiants de Caille, a permis l'arrestation d'un individu âgé d'une trentaine d'années en possession d'une importante quantité de drogue appelée sketch. C'est une variété de cannabis très puissante. Ces produits étaient dissimulés dans 2 valises et un sac à dos à bord d'un véhicule de transport en commun. Youssouf Tunkara, c'est son nom, a changé de véhicule plus de 5 fois pour échapper au contrôle minutieux des forces de l'OCS Caille en vain. Il fut appréhendé au poste de contrôle de Samé sur la route de Djibouti à une dizaine de kilomètres de Caille. La drogue, elle a été achetée par un ressortissant malien auprès d'un grossiste dans un autre pays limitrophe. La drogue, bien emballée dans des valises, elle a transité par Bamako pour se retrouver à Caille et devrait être vendue auprès des clients dans un autre pays limitrophe. Comme la filature du suspect était déjà en cours, à son arrivée au poste de contrôle de Samé Caille, il a été facilement identifié et interpellé le mercredi 6 août 2025. La fouille nous a permis de retrouver 60 briques de sketch. Il s'agit d'un trafic international de drogue, un crime prévu, réprimé par la loi. Notons que cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic des stupéfiants dans la région des Cailles. Djakarija Djakité, inspecteur de la jeunesse et des sports, met à la disposition des fans de la lecture un essai Afrique, une nouvelle approche des coopérations gagnantes. Dans cet essai, il invite les dirigeants africains à revoir leur modèle de coopération avec l'Occident ou les grandes puissances afin de faire face aux défis structurels majeurs. Le livre lancé à l'ACI 10 000 de Bamako a réuni les étudiants d'éminents intellectuels, mais aussi d'anciens ministres qui ont tous apprécié les pistes de solutions proposées dans ce livre désormais à la portée de tous les décideurs d'Afrique. Compte rendu Fadema Keita. Afrique, une nouvelle approche des coopérations gagnantes est un essai de 124 pages subdivisé en sections. Son auteur, Djakarija Djakité, inspecteur de la jeunesse et des sports, à travers les pages, estime que l'Afrique doit revoir ses stratégies de coopération avec les anciennes puissances et partenaires clés. Les pages du livre invitent les dirigeants africains à redéfinir leur système d'alliance. Celle-ci devrait reposer sur des coopérations solides, gagnant-gagnant et réellement équilibrées. Le livre parle de quelques constats. Le constat du fait que dans nos pays, surtout dans notre continent, après 60 ans d'indépendance, jusqu'à présent, nous avons toujours une relation de dépendance éternelle et une aide qui est perpétuée, qui font que notre continent dépend toujours de la céréale. Donc à partir de ce constat qui est le premier constat, le second constat, il s'avère que le volume d'échanges intra-africains est très faible. Dans notre continent seulement, la coopération intra-africaine ne représente que 10% et au même moment, la coopération entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique représente 40%.
la coopération entre l'Afrique et l'Asie représente 60%. Cet essai, avec ses pistes de solutions, est une nouvelle approche pour renforcer la coopération socio-économique avec les partenaires. Nous devons repenser, travailler de telle sorte que l'Afrique puisse renaître. Le sortant de l'Université de Cuba a toujours fait de la coopération sud-sud son cheval de bataille. Le livre s'inscrit dans le cadre de la coopération. Il propose des stratégies pour le mettre dans un niveau supérieur pour le Mali, mais aussi pour les pays africains en général. Je pense que c'est intéressant l'approche. Je n'ai pas du tout été surpris parce que je sais déjà que M. Diakité travaille beaucoup avec la coopération. Et je sais qu'il s'est investi à tel point qu'il a eu la possibilité d'envoyer beaucoup de jeunes Maliens à l'extérieur. Il a fourni des bourses grâce au travail qu'il faisait dans le cadre de la coopération. Pour un coup d'essai, c'est vraiment un coup de maître qu'il a effectué là en mettant sur le marché ce livre. Pour tout pays, notamment pour l'Afrique, qui cherche à se repositionner dans les concerts des nations, la coopération axée sur des bases solides reste un levier de pouvoir, un instrument de stratégie et un enjeu crucial. Il vient de me rejoindre sur ce plateau pour Sport au Week-end. Siragatou Sissi, bonsoir. Bonsoir, Barakissa Ouattara. Fin hier au stade du 26 mars du championnat national de handball saison 2024-2025. Le Sigui de Kaidam et l'USFAS Monsieur s'offrent les titres. Oui, le Sigui de Kai a eu raison du centre omnisport de Lafiabougou 48-34 et l'USFAS a dompté le centre omnisport de Missabougou 31-29. Ces finales colorées se sont disputées dans une belle ambiance au stade du 26 mars en présence d'une gamme de personnalités. Le compte rendu de ces deux finales avec Famouri Djurté. 29 ans après son premier titre en championnat, le Sigui Dam remporte le championnat national féminin 2025 de handball. En finale disputée ce samedi, les Kaisiennes ont dominé les centristes de Lafiabougou 48-34. Pourtant, le CEL avait infligé une défaite cuisante 36-28 à son adversaire du jour lors de la première journée de poule. Ce qui a laissé les joueuses de Kai avec un profond désir de rédemption. Dès le coup d'envoi, le Sigui était déterminé à ne pas reproduire les erreurs du passé. La formation Kaisienne, piquée dans son orgueil dès le début de la compétition, a su séduire son public avec une prestation XXL. La défense solide et le jeu rapide des Kaizen ont totalement déconcerté les joueuses de Lafiabougou. Chaque action, chaque passe et chaque tir semble traduire un seul objectif, gagner. Le score à la mi-temps 22-14 pour le Sigui reflète parfaitement la domination kaizienne. À la reprise, les joueuses de Kai en supériorité physique et psychologique ont continué à dominer la seconde période. Le CEL, bien que combatif, n'a pas réussi à trouver la solution pour contrer une équipe de Sigui en feu. Les Kaizen ont maintenu leur cadence enchaînant les buts avec rapidité et efficacité. Score final 48-34 en faveur du Sigui. Chez les messieurs, l'USFAS a su garder sa couronne en s'imposant face au centre omnisport de Missabougou CEM 31-29. Les deux équipes étaient invaincues jusqu'en finale. Avec une défense solide et une attaque bien orchestrée, l'USFAS a su prendre l'avantage à la mi-temps, score 16-12. À la reprise, le CEM n'a pas tardé à réagir. Revigoré et motivé, l'équipe a rapidement égalisé à 23-23, mettant la pression sur l'USFAS. À ce moment, la rencontre prend une autre dimension. Alors que le CEM est dans son temps fort avec l'avantage au score 25-24 à 10 minutes de la fin, l'encadrement technique de l'USFAS demande un temps mort pour casser le rythme de l'adversaire. De retour sur le plancher, l'expérience des militaires a pris le dessus. Ils ont su contenir les offensives du CEM tout en capitalisant sur leurs propres occasions. Dans un finish étourdissant, l'USFAS s'impose 31-29. Une fois de plus, l'USFAS a prouvé que l'expérience peut parfois l'emporter sur la fougue de la jeunesse. Au chapitre des récompenses, les équipes finalistes, le CEL Dames et le CEM Hommes, ont eu des enveloppes de 250 000 francs CFA. Quant aux équipes vainqueurs, le Sigui Dam et l'USFAS Hommes, elles ont eu 500 000 francs CFA chacune. En plus, toutes les ligues qui ont pris part à ce championnat national 2025 sont reparties avec des ballons. Afro-basket masculin Angola 2025, les Aigles du Mali sont prêts pour le rendez-vous. Oui, le coup d'envoi de l'Afro-basket, monsieur, sera donné ce mardi 12 août. Les Aigles du Mali du sélectionneur Alayi Diko ont eu le temps d'ajuster les pions en livrant 3 matchs amicaux contre le Cameroun et la RD Congo, 2 victoires et 1 défaite. Le Mali est dans le groupe D avec le Sénégal, l'Égypte et l'Ouganda. Le Mali joue ce mardi à 14h temps universel contre l'Égypte. Enchaîne le
le jeudi 14 août face à l'Ouganda à 13h30 et boucle ce tour initial le 16 août face au Sénégal à 13h30. A signaler que le Mali au niveau des messieurs n'a jamais remporté l'Afro-Basket. Les Aigles n'ont plus atteint les demi-finales depuis 1972. Cette année-là, ils avaient arraché la médaille de bronze. Ok, merci beaucoup Sregato Sissi. Et c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci à toute l'équipe des réalisations. Merci également à vous de nous avoir suivis. Bonsoir.